public. La parole est à Madame Frédérique Massat, rapporteure de la Commission des affaires économiques. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, mes chers collègues, la France a la volonté d'amorcer le redressement de son industrie et de montrer la voie de l'exemplarité énergétique et environnementale. Le développement de la voiture électrique se situe au croisement de ces deux objectifs phares. La voiture électrique est d'abord un formidable pari industriel. Elle repose sur la maîtrise du stockage de l'énergie et impose de repenser l'automobile pour l'adapter à de nouvelles contraintes. Les constructeurs français sont au premier rang de cette étape nouvelle de l'histoire des transports. C'est aussi l'un des piliers de la transition énergétique. Toute transition part du présent. Le présent énergétique de la France, c'est une consommation trop importante de produits pétroliers dans le secteur des transports. Ce secteur représente 32% de la consommation finale d'énergie sur tout notre territoire, mais 70% de la consommation de pétrole. La seule facture pétrolière se chiffrait à 55 milliards d'euros en 2012. La transition énergétique, c'est aussi poser les jalons vers un nouveau paradigme énergétique. Pour beaucoup, la voiture électrique en est le chaînon manquant. Lorsque la France disposera d'un parc de plusieurs millions de véhicules électriques, ce sera autant de batteries capables de stocker l'électricité produite de façon intermittente par les moyens de production renouvelables. Nous devrons alors construire un nouveau modèle énergétique pour permettre à chaque propriétaire de véhicule, en fonction des heures de pointe ou des heures creuses, d'injecter ou de soutirer de l'électricité sur le réseau. Croyant fermement en ce nouveau modèle, nous posons les jalons pour qu'il devienne enfin réalité. Prometteuse, la filière du véhicule électrique connaît pourtant un début timide. Le nombre d'immatriculations de véhicules 100% électriques s'élevait à 25 000 à la fin de l'année 2013. ERDF a ainsi été amené à réviser son scénario de pénétration fortement à la baisse, alors que le gestionnaire de réseau prévoyait 1,9 million de voitures électriques à l'horizon 2020. Ce chiffre est désormais de 450 000 à 800 000. Toutefois, l'année 2013 a été marquée par une forte croissance. 14 000 véhicules ont été immatriculés lors de cette seule année, soit la moitié du total. La peur de la panne est en grande partie responsable de ce retard à l'allumage. Le facteur psychologique est décisif. L'absence de points de recharge sur l'espace public a dissuadé nombre de Français de se lancer vers ce produit innovant. L'installation de bornes de recharge accélérées ou rapides rassure le conducteur. Elle est d'autant plus nécessaire au départ lorsque les acquéreurs potentiels sont encore hésitants et qu'il faut les convaincre de faire le premier pas. Et la Commission européenne partage d'ailleurs cette analyse, puisqu'effectivement, consciente de l'enjeu du réseau, la Commission a déposé le 24 janvier 2013 une proposition de directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburant de substitution. Cette proposition, si elle était définitivement adoptée, rendrait obligatoire la mise en place d'une infrastructure offrant une couverture minimale pour l'électricité, l'hydrogène et le gaz naturel, de façon à accélérer le choix de ces carburants par les particuliers et les entreprises. La proposition prévoit des objectifs ambitieux en matière de déploiement de bornes électriques. Elle détermine pour chaque État membre un nombre minimum de points de recharge pour véhicules électriques, dont 10% doivent être publics. Suite à la discussion de la proposition de directive devant la Commission des transports et du tourisme du Parlement européen, le texte imposerait un nombre minimum de 55 000 points de recharge accessibles au public sur le territoire français. La présente proposition de loi, donc, devance le contenu des textes européens en cours d'examen, ce qui la rend d'autant plus incontournable. Ainsi, dans cette proposition de loi, nous posons un cadre au déploiement d'un réseau essentiel couvrant l'ensemble du territoire. Nous avons fait le choix de déposer une proposition de loi courte et ciblée, plutôt que d'intégrer de telles dispositions dans le futur du projet de loi sur la transition énergétique, dont l'adoption définitive serait sans doute intervenue trop tardivement. Si l'on qualifie ce réseau d'essentiel, c'est d'abord parce qu'il permettra de faire beaucoup avec peu. En pratique, les besoins de prise sur l'espace public sont faibles. En Europe, 87% des trajets sont inférieurs à 60 km, alors que l'autonomie des véhicules électriques est de 120 km réels. Il est donc probable que les infrastructures de recharge installées sur le domaine public seront peu utilisées, car les propriétaires de véhicules utiliseront en priorité les prises qui sont à domicile.
Nul besoin de millions de prises et nul besoin de milliards d'euros d'infrastructures. Ce futur réseau peut donc bien être qualifié d'essentiel dans un premier sens. Il permettra de rassurer les usagers avec un nombre d'infrastructures construites limité sur le territoire. Le réseau lancé par cette proposition sera essentiel dans un second sens. Ce ne sera pas un réseau principal, mais un réseau ayant vocation à compléter celui des collectivités territoriales. Grâce aux aides de l'ADEME, les collectivités se sont déjà lancées dans le déploiement de leur réseau local. Selon les chiffres communiqués, on dénombre aujourd'hui 5 600 bornes sur la voirie à fin 2013. Un premier appel à manifestation d'intérêt visant à soutenir le déploiement de ces infrastructures de recharge a été lancé par l'agence en avril 2011 et il s'est clos décembre 2013. Un second AMI est ouvert depuis le 10 janvier 2013. Dans le cadre du plan gouvernemental dédié à l'automobile, il est doté d'un budget de 50 millions d'euros. Les critères d'éligibilité ont déjà été élargis, peuvent désormais se porter candidates les villes, les agglomérations, les groupements de villes ou d'agglos de plus de 200 000 habitants, les départements, les régions, les syndicats intercommunaux, les établissements publics d'aménagement et tout autre montage juridique dans lequel le financeur est totalement public. Le montant des investissements doit être supérieur à 400 000 euros afin de favoriser l'émergence de projets structurants qui ont une ampleur significative. La subvention couvre le coût de l'investissement à hauteur de 50% pour l'implantation de charges normales, de bornes de charge normales ou accélérées et 30% pour les bornes de recharge rapides. Ces bornes doivent être installées sur la voie publique ou dans des stations ouvertes au public. À la demande du ministère du Redressement productif, le dispositif devrait évoluer prochainement pour élargir encore les critères d'éligibilité et permettre à un plus grand nombre de collectivités de se porter candidates. Notamment, la date de clôture de l'AMI devrait être reportée au 31 décembre 2015 et le seuil de 200 000 habitants remplacé par un seuil d'installation d'au moins une borne pour 2 500 à 3 000 habitants. Ces éléments illustrent à la fois l'implication forte des collectivités dans la naissance d'un nouveau service public et la volonté de l'État d'inciter ces dernières à déployer leur propre réseau local. Le nombre de bornes installées par les collectivités devrait atteindre 14 000 à l'horizon 2016. Le réseau national amorcé par les collectivités doit être complété par un réseau essentiel dans 3 directions. Tout d'abord, ce réseau essentiel doit prendre le relais des collectivités sur des territoires qui ne sont pas couverts. Et il est vrai qu'on pense en particulier aux zones rurales. Ensuite, ce réseau essentiel doit offrir des bornes de recharge accélérées ou rapides lorsque les caractéristiques techniques du réseau le permettent et les besoins des usagers, naturellement, le justifient. Et enfin, les réseaux locaux devront être reliés entre eux à travers des lignes d'envergure nationale. Pour mettre sur pied un tel réseau essentiel, la proposition de loi comporte des dispositions importantes. Elle autorise, en premier lieu, l'État à implanter des bornes de recharge sur le domaine public lorsque cette implantation s'inscrit dans un projet de dimension nationale, et c'est l'État qui le vérifie. Il ne s'agit donc pas de concurrencer les initiatives locales, mais de les compléter. La dimension nationale s'apprécie au regard du nombre de bornes et de la répartition des bornes à implanter sur le territoire. Le texte prévoit, par ailleurs, une dérogation à l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques concernant le paiement de la redevance d'occupation du domaine public. Cette dérogation est essentielle pour offrir de la visibilité aux opérateurs intéressés et simplifier le montage financier de leurs projets, pour lequel, je le rappelle, aucune subvention n'est prévue. La place des collectivités territoriales dans le dispositif est soulignée. En effet, les collectivités territoriales restent compétentes pour délivrer les titres d'occupation du domaine public. Elles posséderont donc, le cas échéant, un véritable droit de veto sur le déploiement sur leur territoire des bornes. La proposition de loi ne revient pas sur ce titre d'occupation du domaine public. Garantie supplémentaire, l'alinéa 3 de cette proposition de loi prévoit qu'elles seront associées à la définition des modalités d'implantation des infrastructures. Les travaux en commission ont apporté 2 amendements essentiels. Le premier, en effet, il permet à l'État de déléguer sa participation soit à un établissement public, soit par une participation indirecte. Un tel amendement offre la latitude nécessaire à l'État pour élaborer une solution sur mesure la plus efficace et la moins coûteuse.
Le second, dans le but d'assurer la compatibilité des installations avec les caractéristiques techniques du réseau de distribution d'électricité, associe les gestionnaires de réseaux de distribution à la concertation sur l'implantation des bornes. L'objectif est d'éviter que cette implantation ne mette en péril la sécurité du réseau et que le renforcement de lignes n'entraîne pas des surcoûts inutiles. En conclusion, mes chers collègues, nous sommes face à un chantier d'intérêt national qui appelle une réponse rapide et efficace. Cette proposition de loi, courte, ciblée, offre toutes les garanties nécessaires. Elle met en place un dispositif léger, mais dans lequel l'État conserve tout de même un contrôle, et ce qui sauvegarde toutes les prérogatives déjà engagées et à venir des collectivités territoriales. Merci, Madame Massat.